Hydrocarbures, on en a déjà parlé. Composés organiques constitués exclusivement d'atomes de carbone et d'hydrogène, avec une formule brute générale CN, HM, où N et M sont des entiers naturels. Alors, les hydrocarbures sont inflammables, ça c'est les caractéristiques, ils ne se mélangent pas avec l'eau. Donc, ce sont des sources d'énergie souvent associées au pétrole et au gaz. Alors, regardez ce qu'on vous dit par rapport au pétrole brut et gaz. On vous dit que ce qu'on appelle pétrole brut et gaz naturel, en réalité, ce sont des mélanges complexes d'hydrocarbures biogéniques avec des composés oxygénés, des composés azotés et des composés sulfurés. Donc, ça veut dire que pétrole et gaz, ce n'est pas seulement du H et du C. D'accord. Donc ces hydrocarbures sont associés à d'autres composés pour former véritablement les gaz naturels et le pétrole brut. Donc, vous voyez, si on prend le cas du pétrole, on a encore des traces de corps organiques et même des minéraux de nature métallique, des métaux particuliers. Ouais. Molybdène, nickel, etc. Le vanadium, etc. Oui. Oui. La disparition, oui. Alors, quand je parlais de la disparition, je faisais allusion à ce qu'on appelle les hydrocarbures. Mais on verra tout à l'heure que pour qu'il y ait constitution de ce fluide liquide-là, il faut apport également d'autres types d'eau. Les eaux marines, les eaux salines, les eaux chlorurées vont intervenir dans la confection, dans la fabrication du pétrole. D'accord? Et substances-là qui sont dans le sous-sol vont intervenir dans cette complexification pour mélanger ces hydrocarbures que vous avez ici avec d'autres substances. D'accord? C'est pourquoi j'ai dit que quand on dit pétrole, brut et gaz, c'est un mélange complexe d'abord de ces hydrocarbures qui ont été constitués à partir du départ de l'oxygène et de l'azote, mais avec d'autres constitués qui vont arriver dans le milieu, notamment les eaux souterraines, les eaux marines qu'on peut trouver à une certaine profondeur et qui vont apporter d'autres substances et le mélange va se produire pour maintenant arriver au stade de pétrole carrément. Alors, vous verrez ça tout à l'heure plus clairement. Alors, classification simplifiée. On peut distinguer pour les hydrocarbures, avec ses constituants hydrogène et carbone, ce qu'on appelle les hydrocarbures saturés et les hydrocarbures insaturés. Alors, retenez bien que la qualification d'hydrocarbures saturés, ça veut dire hydrocarbures contenant des atomes de carbone et d'hydrogène qui sont reliés entre eux par des liaisons simples. On les appelle encore les... Tout ce que vous avez ici, c'est des alcanes. C'est-à-dire que vous avez des liaisons simples entre carbone et hydrogène. Alors, je vous pose la question maintenant. Vous avez au départ cette organisation, cet agencement entre carbone et hydrogène, comme on l'a dit tout à l'heure, tend à donner plusieurs formes, plusieurs familles d'hydrocarbures, passant de ces gaz de type éthane, du moins méthane, éthane, propane, butane, etc. Et si, en fonction de la profondeur, vous avez le départ des hydrogènes, qu'est-ce qui va se passer? Par rapport toujours à ça, à ces deux éléments-là, H et C. Voilà, donc il va y avoir création de liaisons doubles entre les chaînes de carbone. Entre les carbones, il va y avoir création de liaisons doubles, de liaisons triples. En ce moment, on passe à ce qu'on appelle les insaturés, qui présentent quant à eux une chaîne carbonée,
présentant une liaison double ou bien une liaison triple. On est dans ce qu'on appelle les alcènes quand vous avez des liaisons doubles, alcynes quand vous avez des liaisons triples. D'accord? Donc ça veut dire que s'il y a départ d'hydrogène, les carbones vont se réorganiser pour créer des liaisons doubles, des liaisons triples, et peut-être même avoir une disposition cyclique. D'accord? Disposition cyclique et plane, on est dans les hydrocarbures aromatiques. Donc tout est question de réorganisation. Alors, encore une fois, quand je dis hydrocarbures, quand le pétrole va se constituer, vous allez avoir d'autres apports pour que le pétrole puisse se former. Parce que le pétrole ne se forme pas seulement avec hydrogène et carbone. C'est une complexification qui se fait à partir d'autres substances également. Alors, de cette classification, les chimistes émettent une subdivision entre hydrocarbures acycliques et hydrocarbures cycliques qui relèvent purement de la considération moléculaire des énergies. Alors, en fonction du mode d'agencement des atomes de carbone et d'hydrogène, on distingue 4 catégories d'hydrocarbures. Les alcanes, correspondant carrément au, les alcanes correspondant au, voilà, vous avez les alcanes, vous avez les alcènes, insaturés, où vous avez apparition de liaisons doubles entre les, au niveau des chaînes de carbone. Ensuite, vous avez les alcynes, où vous avez les liaisons triples entre les chaînes de carbone. Et puis, vous avez les hydrocarbures aromatiques. Donc, en fonction du réorganisation du carbone et de l'hydrogène, en fonction de l'agencement de ces deux éléments chimiques-là, vous avez noté bien que c'est 4 groupes d'hydrocarbures. Alors, pour le cas des hydrocarbures saturés, formule générale, CN 2N plus 2. Si vous prenez la formule de chacun de ces gaz-là, vous verrez toujours, il faut multiplier le N. N ici c'est 1, 2 fois 2 plus 2, 3 fois 2 plus 2, etc. Donc on a ici cette formule générale. Alors maintenant, le plus important, c'est ça. Méthane et éthane, qui sont des gaz secs, propane et butane sont des gaz humides. Ça veut dire quoi? Gaz sec, gaz humide. Ah, c'est important à connaître quand même. Alors, si je reviens en arrière ici, vous voyez ici le méthane, l'éthane, etc. La complexification devient de plus en plus importante. Retenez, ce qu'on appelle gaz sec, ce sont ces gaz-là dans lesquels vous trouvez principalement ces deux types d'hydrocarbures, ces deux types de gaz, méthane, éthane. Mais dans les autres types de gaz, quand vous avez un mélange dans lequel vous pouvez trouver des autres hydrocarbures plus lourds que ces deux-là, plus lourds, ça veut dire qu'on est dans les propanes, les butanes, etc. Là, on tend vers ce qu'on appelle les gaz humides. Alors, le terme humide, ça vient surtout du fait que dans ces gaz-là, facilement, il peut y avoir une condensation. Quand je dis condensation, l'eau peut se retrouver à l'état gazeux, sous forme, quand l'eau se retrouve à l'état gazeux, sous forme de vapeur. Quand l'eau se retrouve à l'état gazeux dans l'atmosphère, sous forme de vapeur, mais il peut y avoir une condensation de ces vapeurs-là qui va finir par donner des gouttelettes et donner plus tard de la pluie. C'est ce qui se passe également avec ces types de gaz. Le gaz butane, par exemple, que vous connaissez très bien, qu'on trouve dans les bonbons de gaz. Faites l'expérience, essayez d'appuyer sur le bouchon pour faire fuir, créer une fuite de gaz. Mais ceux qui ont une fois tenté l'expérience en essayant de fermer avec le bec à gaz,
vous allez sentir une certaine humidité. C'est comme de l'eau qui sort. C'est du gaz humide. C'est du gaz qui s'est constitué par condensation. Ce qui n'est pas le cas pour les gaz secs. Donc vous comprenez encore la notion de gaz sec et de gaz humide. Alors, les composés liquides qui forment une série, les composés liquides vont former une série allant par contre depuis les pentanes jusqu'au pentadécane. Donc tout est question de type de gaz qu'on trouve, n'est-ce pas, dans la série de ces hydrocarbures. Donc quand on a affaire à ce type de gaz-là, carrément la condensation devient tellement importante qu'on finit par obtenir du liquide. D'accord? Et même ça peut arriver jusqu'à un stade de solide, hein, par rapport aux vaseline, par rapport aux paraffines. Donc c'est le cas où N, le nombre de carbone dépasse 15. D'accord? Alors là, c'est pour vos connaissances générales. Maintenant, on vous dit que c'est le principal constituant du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié. GNL, gaz naturel liquéfié. Éthane, présent dans le gaz naturel, mais en proportion moindre que celle du méthane. Propane, le principal composant du gaz venant du pétrole, mais qui est liquéfié. Alors ce gaz venant du pétrole, quand ce gaz est raffiné, c'est là où vous obtenez ce que vous avez à la maison, du butane, dans des bonbons de gaz. Donc vous avez plusieurs types de gaz comme ça. Et ces gaz, on l'a dit, il faut que la matière organique ou bien le kérosène puisse se retrouver au-delà pratiquement de profondeur, au-delà de 2000 pour que ça commence à se produire nettement. Alors, là, toujours, on est en biochimie. On va en passer rapidement. Formule générale pour les hydrocarbures cycliques. En général, sous forme liquide également. On vous donne des exemples. D'accord? Hydrocarbures aromatiques ou benzéniques. On vous donne la définition de ces types d'hydrocarbures en fonction de leur disposition spatiale, de façon cyclique et plane. On parle d'hydrocarbures aromatiques avec comme formule générale également où on peut distinguer les monocycliques et les polycycliques. HAP, ça veut dire, notez bien ça, HAP, ça veut dire hydrocarbures aromatiques polycliniques. Polycycliques du moins. Polycycliques. Alors, classification maintenant en fonction de la provenance des hydrocarbures. En fonction de la provenance des hydrocarbures. Alors, on distingue, il faudra bien retenir ça, ce qu'on appelle les hydrocarbures conventionnels, les hydrocarbures non conventionnels. Et puis à côté, vous avez les hydrocarbures biogéniques. Ça veut dire quoi? Les hydrocarbures conventionnels. Ce sont tous ces hydrocarbures qui ont été constitués à partir d'une roche mère et qui ont été libérés dans une roche réservoir. D'accord? Et quand l'hydrocarbure se retrouve maintenant dans une roche réservoir, il est possible très facilement de pouvoir l'exploiter. Parce que je l'ai dit au départ, la matière organique, quelle que soit son origine, continentale ou origine marine, la matière organique est toujours mélangée à des sédiments. D'accord? Et dans ces sédiments, je peux même trouver pratiquement 1 à 2% seulement de matière organique dans ces sédiments. Alors quand ces sédiments se consolident, vous avez seulement une roche organique, avec une part de matière organique relativement faible. Alors c'est cette roche-là qui va donner ce qu'on appelle la roche mère. Alors avec la maturité, cette matière organique, quand cette matière organique va être reprise par les substances qui circulent, ça va se retrouver dans des roches poreuses qui n'ont rien à voir avec la roche mère.
là où la matière organique s'est déposée au départ, jusqu'à la décomposition de cette matière organique, ça c'est la roche-mère. Mais quand les gaz, les pétroles commencent à quitter cette roche-mère-là, ces gaz et ces pétroles se retrouvent piégés dans une roche poreuse qu'on va appeler comme étant une roche réservoir ou une roche magazine. D'accord. Alors quand le pétrole ou les gaz se retrouvent, n'est-ce pas, dans ces roches réservoirs-là, c'est en ce moment qu'on peut appeler ces combustibles-là, ces hydrocarbures, comme étant des hydrocarbures conventionnels. Parce qu'il suffit tout simplement de venir prélever directement ces gaz, prélever directement ces pétroles-là pour pouvoir les exploiter, pour pouvoir les raffiner. Mais imaginez maintenant, si cette matière organique est encore dans la roche-mère, c'est-à-dire que la maturité n'a pas encore atteint son stade final. Vous voyez que ça va être très difficile de vouloir exploiter ces hydrocarbures-là, qui n'ont pas encore atteint leur maturité. Ces hydrocarbures sont encore dans la roche-mère. Alors, si vous exploitez ces hydrocarbures encore dans la roche-mère, on parle d'hydrocarbures non conventionnels. Donc, si vous voyez la différence, forcément, c'est que les hydrocarbures non conventionnels vont être beaucoup plus difficiles à exploiter, beaucoup plus difficiles d'accès, parce que c'est dans la roche-mère, c'est beaucoup plus profond encore. Alors que s'il s'agit de roches réservoirs, les hydrocarbures ont déjà quitté la roche-mère pour se retrouver dans des roches plus superficielles, c'est-à-dire dans des roches plus poreuses. On verra tout à l'heure par rapport aux schémas qui vont suivre. Donc, on retient les hydrocarbures conventionnels, tels que le pétrole, les charbons et les gaz naturels, qui sont issus surtout de l'extraction géologique à partir d'une roche poreuse, à partir d'une roche réservoir. Ces derniers tendent à se raréfier en raison de leur surexploitation. Par contre, pour ce qui concerne les hydrocarbures non conventionnels, très difficiles d'accès, très difficiles à traiter, là encore, c'est assez disponible. Alors, par exemple, les gaz de schiste, les sables bitumineux, sables riches en matière organique, vous avez les gaz de houille, etc., qui, eux, ne se présentent pas sous leur forme courante et qui sont présents dans des gisements difficiles d'accès. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les hydrocarbures biogéniques. D'accord? C'est le cas des gaz issus de la méthanisation naturelle, contemporaine ou industrielle. D'accord? Il est possible d'exploiter de la matière encore fraîche pour pouvoir produire du méthane. Comme également il est possible d'exploiter de la matière encore fraîche pour produire de l'énergie. Vous avez une fois entendu certainement du bioéthanol. L'exploitation des bourses de vache. Alors, bioéthanol, c'est quoi? À partir de plantes, à partir de matières végétales relativement fraîches, on essaie d'extraire une substance qui peut servir de carburant pour les véhicules. Dans certains pays, les gens ont commencé à exploiter ces types de carburants qu'on appelle du bioéthanol. Donc, c'est des formes d'énergie biogénique. Les excréments, n'est-ce pas, de certains animaux, notamment les bovins, peuvent être également exploités pour produire de l'énergie, sur le plan même industriel. Il y en a qui ont commencé à fabriquer du charbon avec des restes de ces excréments. Vous avez déjà vu l'expérience à la télé, certainement. Hein? Oui. Alors, suivez ce diagramme comme le précédent, un diagramme qui met en relation les deux indices qu'on a déjà vus. Mais ce diagramme nous permet de voir également l'origine et l'identification de la matière organique. L'origine et l'identification de la matière organique. Origine de la matière organique, ça peut être une origine continentale, une origine marine, ou bien une origine lacustre, ou alors une origine deltaïque, milieu de transition entre continent et milieu marin. Alors, si vous regardez, il suffit tout simplement de voir les valeurs de ces deux indices-là, faire des projections et voir à quel stade
vous avez la part, ouais, pour chacun de ces diagrammes, à quel stade vous avez la part des huiles le plus important, la part de ces deux gaz-là, CO2, méthane et l'eau, plus important, et à quel gaz vous avez, à quel stade vous avez le gaz combustible qui est plus important. Ce gaz combustible est différent de ce gaz qui s'échappe dès les premiers instants de fossilisation. A. Matière organique riche en lipides provenant d'algues. A. Provenant d'algues. Donc ça veut dire que pour l'indice d'aromaticité, les valeurs peuvent aller jusqu'à 2 ou même plus de 2. Alors que inversement, vous avez les indices de maturité qui sont très faibles. Indice d'aromaticité élevé, indice de maturité faible. Ça nous indique que l'origine, c'est certainement une origine fongique. L'origine constituée par des algues. B. Matière organique dérivant du phyto et du zooplancton, milieu marin. Milieu marin, phyto et zooplancton. On est dans le milieu marin. Donc quand on est dans le milieu marin, allez chercher quelles sont les valeurs, les indices d'aromaticité et les indices de maturité qui nous indiquent effectivement qu'on tend vers des matières organiques avec comme origine le milieu marin. C'est matières organiques composées d'apports continentaux, notamment les végétaux supérieurs continentales. Ici, d'origine continentale, allez chercher les valeurs des indices aromatiques et les indices de maturité pour voir quelles sont les valeurs qui indiquent que la matière originelle, ça vient du continent. On est d'accord? Quelques propriétés physiques des hydrocarbures qui leur donnent leur valeur commerciale, mais également leur importance sur le plan économique. D'accord? Alors, c'est quoi ces caractéristiques, ces propriétés physiques? C'est d'abord la couleur du pétrole. Ça peut être très significatif par rapport à comment on appelle ça, à la qualité même de ces hydrocarbures. La viscosité, ça peut donner une indication par rapport à comment on appelle ça, à la valeur marchande ou bien à la qualité de l'hydrocarbure. L'odeur, la densité, la solubilité, le point d'inflammabilité, le pouvoir calorifique. C'est des paramètres physiques qui donnent une idée claire par rapport à l'importance de ces hydrocarbures. Alors vous avez des exemples ici. On parle quand on a affaire, surtout quand ce qui concerne le pétrole, quand le pétrole est léger ou bien quand le pétrole est lourd. On va retenir, quand le pétrole est léger, vous avez une unité ici qui est nommée API, American Petroleum Institute. C'est une unité qui a été établie, n'est-ce pas, à partir de cet institut américain. C'est des unités pour donner une idée par rapport à la valeur d'un hydrocarbure. Quand le pétrole est léger comme ça, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce type de pétrole, par rapport à celui qui est lourd? L'exploitation certainement va être beaucoup plus facile, le raffinage va être beaucoup plus facile. Mais par contre, quand ça devient plus lourd, l'exploitation devient plus difficile, mais on a beaucoup plus de chances d'avoir des produits secondaires. Tout ce qui est polyester, plastique, et même les mèches là, qui sont là dans la salle, ça nous vient du pétrole. Tout ce qui est plastique, polyester, tout ce qui est ça, d'accord, sans compter les gaz qu'on peut tirer de ce pétrole brut, sans compter les types d'hydrocarbures qu'on peut tirer, tout ce qui est gasoil, tout ce qui est diesel, tout ce qui est kérosène, peuvent être tirés à partir de ce pétrole qui est lourd, difficile à exploiter, mais qui donne beaucoup plus de produits secondaires. Par contre, quand vous avez du pétrole léger, c'est beaucoup plus facile à raffiner, mais vous risquerez de ne pas obtenir le maximum de produits secondaires. Alors, le pétrole russe, quand même, c'est l'un des types de pétrole les plus légers. Ça, je ne vais pas commenter ça parce que tout ce que j'ai dit, c'est synthétisé à partir de là. J'en passe. Alors, conditions
Conditions de formation du pétrole. Alors, vous avez la matière première. Cette matière première, on l'a déjà dit, ça peut être le plancton, le zooplancton, etc., les algues, les micro-algues, etc. Donc, de nombreux débris d'algues vus ici de couleur orange, ça c'est, comment on appelle ça, une observation microscopique d'une matière qui a été prélevée lors d'une exploration pétrolière. Alors, en observant, on voit des traces d'organismes, etc. avec une part de matière carbonisée qui est de plus en plus importante. C'est la raison pour laquelle ceux qui font de la recherche pétrolière, ils ont pratiquement besoin de toutes les spécialités en géologie, en biologie comme en géologie. Et même ceux qui font de la micropaléontologie. Parce que quand on fait de la recherche, on fait des prélèvements et on analyse les sédiments qui ont été prélevés. Donc il y a plusieurs spécialités qui vont intervenir là-dessus. Alors, transformation, à partir de cette matière première, vous avez une transformation physico-chimique. D'abord, sur le plan superficiel, une phase superficielle diazénétique. Ensuite, il va y avoir une phase profonde géochimique. D'accord? Je suis en train de revenir par rapport à ce qu'on a déjà dit, une manière de faire la synthèse. Donc, la transformation physico-chimique. D'abord, la phase superficielle diazénétique. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dans un bassin dépôt de sédiments organiques, sédiments mélangés à de la matière organique. D'accord? Il va y avoir progressivement un enfouissement, subsidence, mais la tectonique peut également aggraver cette subsidence-là, cet enfouissement-là. Parce que quand il y a effondrement, création par exemple de ce qu'on appelle les grabens, il y a des os, il y a des grabens. Quand il y a formation de grabens, effondrement, les sédiments organiques peuvent se retrouver rapidement dans des conditions où la température et la pression deviennent de plus en plus importantes. Donc, si on parle de phase superficielle diazénétique, c'est ça. D'accord? Donc, vous avez dépôt, enfouissement, ensevelissement, etc. Alors maintenant, à une certaine profondeur, la pyrolyse va ouvrir des fenêtres. Entre guillemets, cette pyrolyse, cette décomposition sous l'action de la température va ouvrir d'abord une fenêtre à huile et plus tard une fenêtre à gaz. D'accord? Parce qu'on a dit, plus l'enfouissement se poursuit, vous allez avoir une transformation de cette matière organique-là en partie en fluide, liquide, comme le pétrole, et puis, c'est-à-dire les huiles, et puis quand l'enfouissement se poursuit, on va avoir progressivement la mise en place des gaz. Donc voilà cette partie qui va concerner la phase profonde à dominante géochimique. D'accord? La phase catagénétique, vous allez avoir une ouverture de fenêtre à pétrole ou huile, où vous avez rupture progressive des liaisons hétéroatomiques, d'accord? Élimination de ces hétéroatomes sous forme de produits légers, d'accord? Formation d'édifices plus petits, mais de plus en plus riches, essentiellement en carbone et en hydrogène, d'accord? La phase métagénétique du moins, vous avez maintenant, avec l'enfouissement, les gaz qui vont commencer à se constituer. Donc, retenez qu'en premier lieu, ce sont les huiles, les pétroles qui se constituent, et quand l'enfouissement se poursuit maintenant, on tend vers la mise en place des gaz. Alors, quand l'hydrocarbure est constitué maintenant, avec une phase gazeuse et une phase liquide, puisque les gaz sont beaucoup plus légers que les liquides, les gaz vont remonter et se retrouver au-dessus. Mais les gaz se trouvent beaucoup plus en profondeur. C'est en profondeur que les gaz se trouvent beaucoup plus. C'est en profondeur que les gaz se constituent surtout. Alors maintenant, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux autres éléments qui vont enrichir ces hydrocarbures-là. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle les eaux primaires de gisement. On vous dit quoi? Ce sont des eaux salées qui accompagnent les hydrocarbures au cours de leur migration. Les eaux salées
des eaux qui nous viennent par biseau salé, on appelle biseau salé, cette salinité dans le sous-sol qui quitte le milieu marin et qui tend à envahir le milieu continent, mais en profondeur. C'est ce qui explique un peu la salinisation de beaucoup de terres dans les zones littorales. D'accord? Donc cette salinisation, même si la décomposition se passe en milieu continental, l'apport de ces eaux par biseau salé peut entraîner tout simplement la mise en place par un mélange complexe de ces fluides-là qui vont donner plus tard du pétrole. Alors, donc vous avez ces eaux généralement hyper chlorurées, sodiques, avec des chlorures de magnésium, de calcium et des bicarbonates de calcium et de magnésium. Donc des fluides qui apportent d'autres substances qui vont se mélanger à ces substances-là, ces hydrocarbures. Et parfois même, c'est des eaux, n'est-ce pas, salées et iodurées. Dans la complexité, j'ai parlé également de certains types de métaux qu'on trouve dans ces pétroles. D'accord? Donc retenez encore une fois que quand on parle de pétrole brut et de gaz, ce n'est pas seulement de l'hydrogène et du carbone, ce n'est pas seulement des hydrocarbures. Ce sont des hydrocarbures mélangés à d'autres substances. C'est la raison pour laquelle la migration de ces fluides-là, la migration surtout de la partie qui est liquide, les pétroles, sont facilitées par ces eaux qu'on trouve dans le sous-sol. Alors, donc, dans le jugement va nécessiter la mise en place de ce qu'on appelle une roche réservoir, en général différente de la roche mère. La roche mère, c'est quoi? C'est cette roche-là, à l'origine, où la matière organique s'est déposée. La matière organique, en se déposant, était mélangée à des sédiments, chimiques ou bien des sédiments désertiques. D'accord? C'est avec transformation que cette matière va commencer à quitter cette roche mère-là pour se retrouver maintenant dans une roche dite roche réservoir. Et cette roche réservoir, naturellement, il faut qu'elle soit poreuse et perméable. Parce qu'on parle de fluide. Pour que les fluides puissent se déplacer, il faut qu'il y ait des vides, des niveaux où vous pouvez avoir un déplacement. Mais aussi, il faut que ces roches poreuses-là puissent être délimitées, surtout par rapport à leur toit, par des couches imperméables. D'accord? Alors, la roche mère, sédiment minéral riche en matière organique, ouais, au départ, une matière organique qui peut être en pourcentage très faible dans ces sédiments, dans ces roches. Mais sédiment fin à port inférieur de 1 micromètre, donc qui n'est pas une roche poreuse, vraiment, et imbibée d'eau. Exemple, les argiles, les schistes bitumeux, les diatomites, les calcaires, etc. Donc toutes ces catégories de roches peuvent être des types de roches mères, roches dans laquelle la matière organique a été déposée en premier lieu avant maintenant d'être transformée ou bien d'être déplacée dans des roches poreuses. Alors, gisement pétrolier et migration. Cause de la migration. Cette cause, elle est multiple. Alors, regardez ce schéma-là. Supposons qu'au départ, les couches avaient une disposition tabulaire, une disposition horizontale. En noir ici, c'est la roche mère. En noir, c'est la roche mère. La partie intermédiaire ici, en jaune là, c'est la roche réservoir, la roche poreuse. La couche bleue qui est là, c'est une roche qui est imperméable. Alors, supposons qu'au départ, il n'y avait pas de déformation, les couches étaient horizontales. Et que les hydrocarbures, ces fluides-là qui étaient là, que ce soit du pétrole ou du gaz, puisque les fluides ont toujours tendance à se déplacer de la zone où la pression est forte pour aller vers les zones où la pression est moins forte, ça veut dire que même si les couches sont horizontales, ces fluides vont avoir tendance à monter. Alors, du moment que vous avez une couche imperméable qui est là, cette montée ne peut pas se poursuivre. Que vont faire ces substances-là? Peuvent avoir tendance à se déplacer latéralement et sortir carrément de ces zones-là. Parce qu'ils cherchent toujours les endroits où la pression est moins forte. Mais les fluides ne peuvent pas redescendre dans le sens contraire. Parce qu'en descendant, la pression est plus forte. Alors, pour que
ces fluides ne puissent pas se déplacer latéralement et sortir et se disperser comme ça jusqu'à ce qu'il y ait une perte. Parce que la matière organique peut être accumulée ici, alors que dans les autres endroits, s'il n'y avait pas de matière organique, mais c'est ça une perte par rapport aux fluides, par rapport à ces hydrocarbures. Alors maintenant, il faut qu'il y ait un contexte géologique permettant de piéger ces hydrocarbures. Ce contexte géologique, c'est quoi? Ça peut être l'orogenèse. Donc quand vous avez un plissement comme ça, vous avez des anticlinaux qui sont là. Au niveau de ces coins d'anticlinaux, tout se passe comme si vous avez un piégeage lors de ces remontées de ces fluides-là, de ces gaz comme de ces pétroles. D'accord? Au niveau de ce coin de l'anticlinal, vous allez avoir une accumulation avec gaz au-dessus et les huiles, c'est-à-dire les pétroles en bas. Donc c'est pourquoi on vous dit que cause de la migration, ouais, c'est multiple et concomitant. Vous avez d'abord une orogenèse, exemple possible, mais également, ouais, s'il y a ça, orogenèse, il faut avoir également un plissement, une tectonique souple qui crée comme ça. D'accord? Donc si je viens à ce niveau également, je peux avoir par migration un piégeage, n'est-ce pas, de ces substances à ce niveau. D'accord? Parce que là, je suis dans la roche poreuse, les huiles ou bien les gaz se déplacent, mais coincés par une couche imperméable. La progression ne peut pas se poursuivre. Alors, dans ces conditions, quand les gaz ou bien les pétroles se retrouvent dans la roche poreuse et accessible comme ça, là, on est dans le pétrole conventionnel, on est dans les hydrocarbures conventionnels, parce que c'est disponible. Mais imaginez, vous allez chercher ces hydrocarbures-là directement dans la roche-mère. Non seulement c'est difficile d'accès, mais quand vous allez exploiter ces roches-là, ça va être encore beaucoup plus difficile pour pouvoir raffiner et extraire les hydrocarbures. Alors, on retient que pour la roche-mère, ces caractéristiques les plus importantes, c'est quoi? La roche réservoir du moins, c'est la porosité et c'est la perméabilité. Vous avez une définition de la porosité, c'est le pourcentage des vides par unité de volume dans un sédiment ou dans une roche. Perméabilité, les deux sont liés. La capacité de perméabilité, c'est la capacité d'un sédiment ou d'une roche à laisser circuler les fluides. D'accord? Alors, maintenant, les types de piégeage des pétroles et des gaz. Type de piégeage. Parce que comme je l'ai dit, si les couches restent à l'état horizontal, c'est très difficile d'avoir une accumulation de ces substances-là dans un point bien déterminé, pour pouvoir les délimiter, pour pouvoir les cartographier. Alors, vous avez ce qu'on appelle les pièges stratigraphiques. On va en voir ici, et des pièges structuraux. Les pièges structuraux, ce sont ces pièges-là qui sont d'origine tectonique. L'exemple ici, on l'a déjà vu. Au niveau d'un anticlinal, vous avez la roche-mère qui a laissé échapper les fluides, et ces fluides se sont accumulés dans la roche réservoir, mais au-dessus, vous avez quoi? Une roche imperméable. Alors vous avez huile et gaz étant plus léger, au-dessus, les huiles en bas. D'accord? Alors cette circulation de ces fluides a été surtout favorisée par l'arrivée de ces eaux interstitielles, de ces eaux souterraines, qui font déplacer de tout, notamment les huiles. D'accord? Donc, quand on est dans une structure anticlinale, on peut facilement avoir ce piégeage des hydrocarbures. Un autre type de piégeage, regardez bien ici, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on a la même chose ici, mais à la suite d'une faille, vous avez un affaissement et puis une fermeture de ce flanc-là. La fermeture de ce flanc est liée à la présence de cette couche imperméable. Donc je vois pour cette poche-là, une couche imperméable en haut, une couche imperméable à côté. Donc forcément, l'échappement de ces fluides-là, ça va être beaucoup plus difficile. Donc ça également, c'est un exemple de piégeage structural. Maintenant, quand c'est stratigraphique, ouais, les couches sont là, arrivées, et puis les fluides butent contre une discontinuité ici, dans laquelle vous avez une couche imperméable qui est là. Donc ça, c'est un exemple de piège stratigraphique. D'accord? Vous avez un autre type de piège ici, à la fois stratigraphique et structural, où vous avez, n'est-ce pas, un dôme de sel qui permet d'avoir, de part et d'autre du dôme,
des poches dans lesquelles les hydrocarbures sont piégés. Alors, ce qu'on peut retenir de ça, par rapport à tout ce qu'on a dit au départ, c'est que le chercheur de pétrole, celui qui veut s'aventurer dans la recherche pétrolière ou bien dans l'exploration pétrolière, il faut que cette personne ait des connaissances en stratigraphie, en analyse structurale, n'est-ce pas? Et quoi d'autre? En géophysique, en paléogéographie, etc. Parce que tout simplement, on ne peut pas découvrir le pétrole sans pour autant pouvoir indiquer dans un bassin sédimentaire les endroits où ces substances sont censées pouvoir être piégées et pouvoir être exploitées. On est d'accord? Allez, bonne chance.